Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu à passer un excellent week-end. Très ravie, je suis de vous retrouver en cette matinée. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, que les bénédictions pleuvent et surtout n'oubliez pas de suivre le plateau du bien-être du lundi au vendredi. Ça se passe sur la SOS Doctor TV. Et également, vous avez la possibilité de vous déplacer avec le plateau du bien-être tout simplement en téléchargeant l'application SOS Doctor TV sur App Store ou bien sur Play Store. En tout cas, bienvenue à vous, vous le savez, c'est le plateau du bien-être, c'est la bonne humeur par ici. On donne des conseils et également on se... On s'enjaille même. On se... On s'enjaille. Vous là... Tu veux qu'on dise... Vous là... Le week-end les a laissés. Le week-end les a laissés. Tu vois leur visage, genre... On dirait qu'ils veulent dormir. En fait, non, tu sais, c'est pas qu'on voulait dormir, mais moi j'étais resté dans l'admiration. Dans l'admiration. Oui. On risque C'est pas toi, de perdre Jacques. Priez pour lui, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, en tout cas, bonjour à tous. Bonjour à toi. Plateau. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Blandine. Oui, dis-moi. Tout est rayonnant toujours. Merci. Tu te noyais dans sa beauté. En fait, je me perdais dans ton regard. Oh non, non. On risque de perdre. Oh là là, on peut faire ça. Ça va aller. On peut faire ça. Que sais-je? C'est mieux. Charlène, comment tu vas? Je vais bien, Blandine, toute radieuse. Comme Merci, je te rends le compliment. Merci, mais aujourd'hui, c'est d'abord toi. C'est Ah! du gombo, là. C'est d'abord toi la tête du gombo. S'il vous plaît, ne faites pas en sorte que l'humilité me quitte ce Ça n'a matin. qu'à te quitter, même. Bah, fallait le faut. Voilà. Les jours, tu dois être... N'est-ce pas? Il faut laisser l'humilité en paix. D'accord. J'espère que vous allez bien. Moi, je Ça va. vais super bien. Vous avez passé un beau week-end. On rend grâce à Dieu. Hein? Ézéchiel. Ça va, ça va. Ézéchiel! Jeune frère, Oh là là, qu'est-ce qui m'a manqué? welcome, non? Ouais, c'est ça, welcome. Quand tu n'étais pas là, tout ce qu'ils ont dit sur toi, là, après l'émission était racontée. La fille Ça, là. c'est moi, j'ai confiance. Ezekiel, Je ne doute, Ouais, j'ai déjà aie confiance enregistré. en ton garçon. Non, non, non. je n'en doute pas. Confiance. Ezekiel, À l'heure actuelle, là. Ce qui est souvent, je sais en qui j'ai confiance. Ezekiel, aie confiance Donc, en pour ton me dire, garçon. je vais comparer les versions, je vais savoir qui est Après Ezekiel, l'émission, c'est je moi, vais hein. te raconter. Tu verras Si mon c'est la femme qui talent, dit ça là, mon talent avec de- agitation là, il faut tout comprendre. Alors, Ézéchiel, comment tu vas ta semaine? Je vais très bien, merci. Ravi de vous retrouver. Oui. Bonjour à tous, bonjour aussi à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aussi. C'est un Ta plaisir, semaine, hein. elle a été comment? C'était une semaine nordique. Très mouvementée. Très mouvementée. Est-ce Tu que as, tu as découvert le paysage de chez nous là-bas? Ouais, j'ai aussi apprécié les spécialités locales. Ah, n'est-ce prends ça, prends ça. C'était, voilà. Merci. C'était très bien, c'était très bien. Le climat, c'était comment? Pas mal du tout. C'est pas, ça n'a pas très changé. C'est vrai qu'il a plu quelques fois, mais pas autant. Donc c'était un climat plus ou moins agréable. Hein. C'était une belle expérience. Voilà. J'espère que tu es revenu avec des sacs dynamiques. On se voit encore. Charlène voulait dire Jacques, quelque on va chose. lui trouver une de nos sœurs, faut non? pas Comme tout il a aimé là-bas, là, on va lui trouver une de nos sœurs. Mieux. Eh bon, vous savez, Moi, je ne donne pas comme ça. Je ne donne pas comme ça. Ah, c'est quoi? On ne sait pas. vous savez, il faut rester toujours professionnel. Je suis allé travailler. Donc j'ai travaillé comme il fallait. J'ai travaillé comme il fallait, sans penser à quoi que ce soit d'autre. Enseigner les cours. Ah, mon frère, toi-même tu sais. Et ça ne t'a pas donné envie de rester là-bas pour poursuivre, par exemple, ton métier? Notre point focal. En termes de disons, de nouveautés, peut-être de sujets à faire, tout ça, c'est un coin, en tout cas, c'est une région qui a beaucoup à offrir par rapport à ça. Donc, c'est vrai que ça donne envie de ce côté-là. Mais vous savez, on n'est jamais mieux que chez soi, hein, bien Il y évidemment. a la petite là aussi qui En a tout été cas, à Lomé. J'ai fait exprès de te poser C'est la lui qui t'a question. dit ça. J'ai fait exprès de te poser la question parce que, bon, ça rejoint un peu la causerie de ce matin. C'est ça. Chaque doucement là. Oh, ouais, c'est Qu'est-ce Bon, que j'ai fait? notre causerie de ce matin nous dit l'immigration est-elle une solution pour sortir de la précarité? C'est trop fort, hein.
Donc, les passeports sont prêts. Qu'on s'informe. Il a parlé des passeports. Qu'on s'informe. Il a parlé des passeports. Eh bien, moi, Quelqu'un a qu'à parler comme c'est lui qui vient de là. De ouf. Bon. Immigration, c'est immigration. Il y a immigration. C'est même à Néro, ici, tu es parti, c'est immigration. Il y a immigration et il y a immigration. De quelle immigration parlons-nous? Parlons de l'immigration. C'est-à-dire immigration, c'est-à-dire d'à côté ou de l'immigration lointaine. Si on prend l'immigration d'à côté, eh bien, disons que ça serait pas forcément bon. Est-ce que c'est un moyen de sortir de la précarité? Parce que même si vous immigrez à côté, les réalités sont pratiquement les mêmes, hein, voire même pire. Je suis désolé de le dire, voire même pire, parce que non, disons-le, il y a des régions au Togo où il y a certains métiers que vous ne pouvez pas exercer. Voilà, certains métiers que vous ne pouvez pas exercer. Donc, chaque région est favorable à un métier donné que vous pouvez exercer, qui peut vous permettre de sortir de la précarité. Je prends un exemple banal comme ça, vous pouvez quitter la ville ici et aller vous retrouver dans un village et commencer à faire de l'agriculture et gagner beaucoup d'argent. Vous sortez de la précarité tout en vivant dans un autre environnement. C'est la même chose où vous pouvez quitter un pays ou un autre, penser sortir de la précarité et aller vivre l'enfer là-bas. C'est-à-dire que c'est peut-être à l'extérieur du pays, en Occident, en Amérique, tout ça. Ça dépend. Donc voilà, ça dépend de l'immigration qu'on veut pratiquer. Maintenant, à part l'exemple que je viens de donner, l'immigration qu'on connaît tous, et je pense que c'est celle dont je veux parler, c'est celle de quitter l'Afrique ou le Togo et aller en Occident ou dans un pays un peu plus développé, que ce soit en Amérique ou en Asie, je ne sais pas. Et cette immigration-là aujourd'hui est très très répandue. Très très répandue parce que la plupart des jeunes, voilà, quittent le pays sous prétexte que... est-ce que c'est sous prétexte? Ça, je n'en sais rien, mais sous prétexte qu'il n'y a pas d'opportunité, que ce soit de travail, et que peut-être les études ne sont pas d'assez qualité pour leur permettre d'avancer dans la vie. Et donc, la plupart quittent le pays pour, premièrement, se faire former a priori, et en secondo, trouver un bon travail et s'en sortir dans la vie. Mais pour moi, je pense que il y a je sais pas, il y a pas un juste milieu, mais il y a un pour et un contre. C'est-à-dire qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Quand vous prenez l'immigration vers l'Occident, c'est vrai que les études là-bas sont plus de qualité. Ça, il faut le dire, les études là-bas sont plus de qualité. Vous allez avoir accès à des personnes qui ont la connaissance à un autre niveau. Peut-être si c'est un domaine technologique, c'est la technologie à un autre niveau aussi. Donc de ce côté-là, vous gagnez. Mais est-ce que la finalité vous permet de sortir de la précarité? Parce que les problèmes, il y a quelques problèmes qui sont d'ici et qui sont d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que le problème de chômage existe en Occident. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de chômage en Occident. Même si vous savez qu'en vous formant, vous pouvez avoir plus de chances. En vous formant bien, vous avez plus de chances de vous en sortir. Eh bien, ce n'est pas sûr à 100%. Ce n'est pas sûr à 100%. Et donc, c'est vrai qu'en Occident, on a des études de qualité et que, bon, c'est un peu l'Eldorado où on pense qu'on peut sortir de la précarité. Mais ces pays-là ont aussi leurs contraintes. Les contraintes de ces pays-là existent dans le sens où, par exemple, chaque fois, pas plus tard qu'hier, je scrollais un peu sur TikTok et j'ai vu un jeune Togolais qui a des problèmes de titre de séjour. Ça, c'est de 1. Qui n'a pas les moyens de se payer un logement, qui vit dans la rue, qui a beaucoup de problèmes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contraintes. Alors qu'ici, au pays, il a certainement une maison ou un toit sous lequel il peut dormir, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a le revers de la médaille aussi. Donc, dire que c'est la solution absolue pour sortir de la précarité, non. C'est une solution qui permet de pouvoir optimiser les chances de sortir de la précarité, mais ce n'est pas une finalité, ce n'est pas ce qui va vous... C'est-à-dire que ce n'est pas en quittant ce pays directement que vous allez sortir de la précarité. Il faut l'oublier instantanément. Vous pouvez aller vous former. Si les bénédictions viennent, vous avez un bon boulot dans ce même pays-là, parce que, voilà, c'est peut-être mieux payé qu'ici, chez nous en Afrique, où vous pensez que vous pouvez mieux vivre là-bas qu'ici. Donc, voilà, vous sortez du pays, vous vous formez et vous travaillez là-bas. Mais les réalités sont différentes dans chaque cas. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va sortir de la précarité en quittant le pays. Même si on dit souvent que Néo Diola il y a blottier,
on peut s'en sortir, c'est que Bénin, voilà, tu es paresseux. C'est ce qu'on dit souvent parce que les Togolais sont des gens qui travaillent beaucoup a priori. Donc, si tu sors du pays, ben, tu es condamné, on peut le dire comme ça, à réussir. Donc voilà, c'est un peu l'appréciation que j'ai de ce thème. Pour moi, l'immigration, oui, peut être une solution pour sortir de la précarité, mais ce n'est pas garanti à 100%. Pour moi, là, il n'y a même pas de mais. L'immigration, là, c'est une solution pour sortir de la précarité. Je donne un exemple là, par rapport au côté études. Quand tu quittes ici, le pays pour aller à l'extérieur, tu étudies, ma voix. Quand tu reviens, tu as beaucoup plus de chances de trouver du boulot. Moi, je me rappelle très bien, en 2017, j'ai fait un dépôt quelque part. J'avais toutes les chances de pouvoir décrocher ce boulot. Mais finalement, c'est une autre personne qui a décroché le boulot. Et quand je me suis rapprochée d'une grande personne, bon, d'un cadre de l'entreprise, voilà, la personne m'a dit qu'en fait, j'étais mieux qualifiée. Mais vu que l'autre, elle a fait ses études à Dakar. Et à Dakar, elle a eu beaucoup plus de chances d'être encadrée par de vrais professionnels. Voilà. Donc, c'est ce qui nous a départagé en fait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc que je ne digère pas. De un. Et de deux, forcément, quand tu quittes le pays pour aller en Occident, là, tant que tu n'es pas paresseux, genre, pour toi, tu vas trouver. Tu peux être mécanicien ici, mais là-bas, tu es mécanicien là. Tu peux réaliser beaucoup. Mais ici, étant mécanicien, tu peux vraiment pas réaliser parce que déjà, il y a le loyer, il y a tout ce qui t'attend ici. Mais quand tu pars... Il y a le loyer là-bas aussi. Hein. Attends, je ne refuse pas. Quand tu pars là-bas, quand tu vas là-bas, tu fais peut-être 3, 4 boulots. Ça te permet quand même de t'épanouir là-bas, d'investir et peut-être réaliser ici. Mais ici, quand tu mets 4 ou 5 boulots ensemble, non seulement tu es épuisé, mais aussi tu ne peux pas réaliser parce que ce que tu prends là, combien est-ce que tu gagnes? C'est à peine qu'on te paie le SMIC. Donc, c'est un peu compliqué. Dès que tu quittes, tu vas. Tant que tu n'es pas paresseux, tu es un bosseur. Forcément, tu vas réaliser. Tu vas faire. Et puis, tu peux te mettre en tête que, voilà, quand tu pars, c'est peut-être pour 10 ans. Voilà. Tu travailles pendant 10 ans. Tu économises assez pour pouvoir venir investir. Là, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Mais aller rester aussi là-bas, toute sa vie, bon, on va quand même pas travailler là-bas toute sa vie. Hein. C'est vrai, ceux qui sont là-bas, ils disent que non, c'est difficile. Vraiment, il y a la solitude. Bon, mon frère, tu vas là-bas, c'est pour travailler. Tu vas pour te chercher. Tu ne vas pas pour te tisser des liens d'amitié ou quoi que ce soit. Quoi. Tu vas, c'est pour travailler. Tu as un objectif bien précis. Donc, si tu l'as dans ta tête comme ça, forcément, tu vas réussir. Forcément. En tout cas, Jacques. Je ne suis pas de ceux-là qui vendent du rêve aux jeunes. Je vais plutôt dire la vérité. L'immigration n'est pas une fin en soi. L'immigration, comme vous l'avez libellé, Solution pour sortir de la précarité. Voilà, l'immigration n'est pas une solution de sortie de la précarité en soi. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont gardé cette notion-là en tête et aujourd'hui, je sais ce que ces personnes-là endurent à l'étranger. Si quelqu'un a pour projet d'aller en Occident, poursuivre ses études ou quoi que ce soit, moi je pense que l'idéal serait d'abord de s'informer, avoir la vraie information, suivre le processus normal et légal d'immigration. Parce que les gens ont fait l'immigration clandestine dans ce pays. Dieu seul sait si ces personnes sont encore en vie. Dieu seul sait si ces personnes arrivent réellement à s'épanouir de l'autre côté. Si ce n'est mener une vie clandestine, voilà, et mener une autre vie là-bas qui n'est pas vraiment ce qu'on pensait pour essayer de joindre les deux bouts. L'autre chose, c'est que moi, si quelqu'un veut aller de l'autre côté pour les études, ça m'intéresse. Parce que c'est beaucoup plus officiel. Et là, à la fin de tes études, tu sauras quelle orientation faire. Maintenant, quand tu veux quitter ici, disant que c'est pour aller travailler, d'abord, il faut maîtriser les termes de ton contrat de travail. Est-ce d'abord sûr que c'est un vrai contrat qui t'est délivré? Tu as vraiment suivi, parfois on parle même de l'entretien d'embauche. Est-ce que tu as connu tout ça là, vous avez vraiment échangé et tu es sûr de ce qu'on t'a donné? On a fait déplacer les gens dans ce pays, mais c'est quelque part dans une brousse au Nigeria, on les a laissés.
Dieu seul sait comment ces personnes-là ont fait. Récemment, moi j'écoutais le témoignage sur une radio. Je pense que c'était ADD qui faisait un témoignage là-bas. Mais je vous assure, c'était choquant. Alors moi je dis, on ne va pas courir derrière l'immigration et aller sacrifier sa vie. Ça me tient à cœur. Pour ce qui concerne la précarité, moi je dis, c'est parce que nous avons des systèmes qui ne nous arrangent pas. Sinon, je ne pense pas que tout le monde allait rêver immigrer à l'Occident. Parce que ce que certaines personnes vont faire en Occident, nous avons pratiquement, on peut le faire pratiquement ici. Je donne un exemple. Tu viens au boulot, si c'est 2 heures de temps, tu finis tes 2 heures de temps, tu vas te chercher ailleurs. Si peut-être tu es vigile, le soir, tu es vigile quelque part, le petit matin, peut-être tu es facteur, tu es quelque chose quelque part. Après ça, tu vas ailleurs. Et si réellement tu es bien payé, je ne pense pas qu'on ira chercher ailleurs. Dieu seul sait combien sont ces structures-là qui arrivent à payer ne serait-ce que le SMIC. Avant, c'était 36 000 euros. Maintenant, c'est 52 500. Mais Dieu seul sait combien sont ces personnes arrivent à payer réellement les 52 500. Sinon, c'est encore les 36 000. Alors, c'est tout cela qui fait qu'à un moment donné, les jeunes sont désespérés. Les gens ne savent plus quoi faire et pensent immigrer. Mais moi, je reviens encore là-dessus. D'abord, l'immigration, c'est un risque qu'on prend. Il faut accepter ce risque-là. Et te dire que je dois mettre toutes les chances de mon côté pour qu'arriver de l'autre côté, que ça puisse vraiment marcher. Sinon, je t'assure, il y a récemment une connaissance qui allait de l'autre côté et ne maîtrisait pas vraiment les lois qui régissent le fonctionnement du pays. Je vous assure que elle a enfreint beaucoup de règles, des sanctions, mais elle a déprimé. C'est après des mois qu'elle essaie maintenant de se retrouver, de se reconstruire. Alors moi je dis, c'est vraiment douloureux. Alors, chers jeunes, prenez le temps de vous instruire, de vous former, d'avoir le bagage qu'il faut pour qu'arriver là-bas, vous ne souffrez pas. Et en quittant, ayez de vrais projets. Et puis arriver, mon cher ami, tu n'es pas chez toi. Tu dois savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et tu restes focus sur ta vision, sur ton projet. Tu n'es pas là pour une vie de luxe. Je suis désolé. Quand j'entends les gens se plaindre que non, qu'il y a la solitude, mon ami, tu n'es pas allé pour vivre en famille ou en je ne sais quoi. Pour aller vivre une vie de payard. Voilà, il faut se fixer des objectifs. C'est pas pour le payard. Pourquoi on est parti. Non, en fait, quand les gens veulent quitter, c'est ce qu'ils se mettent en tête. Hein. Quand ils vont aller, ils vont gagner un peu d'argent, faire un peu le payard, faire des photos, partager sur les réseaux sociaux, genre quoi, voilà. Et j'en appelle beaucoup à la prudence parce qu'aujourd'hui, il y a assez d'arnaqueurs. Vous voulez vous informer, on a des conciles, on a des ambassades, des ambassades et tout. Allez vous renseigner officiellement. Il y a même des sites officiels. Hier, il y avait un ami qui m'avait envoyé un lien comme ça, parlant de quelque chose d'immigration. Curieusement, quand on a cliqué, on s'est rendu compte que c'était un faux site. Et on disait même de partager ça à 5 personnes. Mais si c'est un site officiel, pourquoi on va dire de partager ça à 5 personnes? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Alors sincèrement, il faut une certaine prudence et il faut avoir la vraie information. Alors moi, ce que Charlène a dit par rapport à l'immigration, moi je l'entends parce que c'est aussi un cliché en fait. C'est un cliché qu'on a instauré en Afrique. On dit que les Africains s'ils ne réussissent pas en Occident, c'est qu'ils sont paresseux, tout ça. Mais je vous promets qu'il y a des gens qui sont allés en Occident, qui ont travaillé comme des malades, qui continuent de travailler et qui n'ont rien fait au pays. Ça, c'est quand tu forces le destin. Dieu n'a pas écrit que tu vas faire. Qui n'ont rien, qui n'ont rien construit au pays. Il y a des gens même qui ont fait des prêts pas possibles ici. Ils sont partis et depuis là. Le truc aussi, ce qui se passe généralement avec les personnes, c'est que quand dans la famille, on sait que tu es parti, automatiquement toute la charge de la famille repose sur toi. Et tu ne peux même pas réaliser. Quand tu trouves l'argent, c'est que tu envoies au pays. Ça c'est un débat qu'on va peut-être faire un jour. Dieu seul sait les tasses que la personne la paye là-bas. Tu envoies au pays. Alors que vous ne savez pas exactement par quoi la personne passe là-bas. Justement, les tasses que les gens payent là-bas, les impôts, tout ça. Il y a des gens qui partent pour les études et qui forcent aussi pour le job. En faisant un job, les temps sont limités. On ne fait pas un job comme un travail qu'on fait comme la normale en fait. C'est-à-dire que le job c'est peut-être 20 heures, 25 heures par semaine maximum que tu dois faire.
tu fais plus que ça, tu es dans l'infraction. Et tu vas payer des impôts par rapport à ça. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, tu vas gagner quoi? Peut-être quoi? 1000 euros. Peut-être que c'est 600 euros qui va te rester. Et les loyers là-bas, c'est pas la pagaille. Tu peux avoir 600 euros dans la poche et payer un loyer de 350 euros. Maintenant, après, il te reste quoi? Parce que tu dois manger. Le transport, c'est cher. Bon, ça, c'est même la restauration. Même ceux qui vont pour travailler, Charles, je te dis que pour les premiers contrats, c'est jamais ce qui va te mettre totalement à l'aise, sauf si tu es dans un domaine précis où tu es plus ou moins qualifié et qu'ils ont vu que c'est une chose dont ils ont besoin d'ici, qu'ils vont ramener. Ça, c'est le seul cas où tu t'en sors réellement bien. Mais pour le reste, je donne l'exemple des coachs en immigration, au Canada, qui, je vais profiter pour passer l'information parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Ils vont vous trouver des visas parce qu'aujourd'hui, les visas sont répandus par rapport au Canada. Ils vont trouver des visas aux gens, mais les gens ne sont pas au courant que ce sont des permis de travail fermés. C'est-à-dire que si tu vas dans cette entreprise, tu es condamné à travailler là-bas pendant les 2 ans. Le pire, ce sont les zones où les gens ne veulent pas aller parce qu'il fait extrêmement froid. Tu es africain, tu vas là-bas, mais tu peux mourir de froid facilement. Dans des zones très reculées, il fait très froid. Donc les gens ne sont pas au courant de tout ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec Jacques qui dit informez-vous suffisamment pour savoir ce qui vous attend si vous quittez le pays dans ces conditions-là. Les visas, tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde réussit à l'avoir maintenant. Mais dans quelles conditions vous allez travailler ou dans quelles conditions vous allez étudier? Il faut aussi réfléchir à ça. C'est bien d'immigrer, c'est bien de se former, mais... Tu vas dormir où? Tout ça. Tout ça là... Il y a tellement de contraintes. Il y a tellement de contraintes. Le loyer, tout ce qui va avec, c'est... Genre, tu montres d'abord une preuve avant qu'on te délivre le visa. Oui. Mais il y a des gens qui fabriquent des fausses preuves aussi, qui le font. Ça se fait facilement. En tout cas, moi je le dis, je le répète, il y en a qui sont là-bas qui disent que c'est difficile et tout et tout. C'est difficile, ok, rentrer. Ils disent qu'ils ne vont pas rentrer. Bon, en vrai, nulle part n'est facile. En vrai, nulle part n'est facile. Tu sais que... De tout ce qu'on a eu à dire, moi, ce que je retiens d'important, c'est qu'il faut vraiment s'informer avant de partir. Il faut se fixer des objectifs. Il faut également être sûr et certain que quand on va là-bas, au fait, on n'aura pas à trop souffrir. C'est-à-dire, le fait qu'on se soit informé nous permettra déjà de fixer certaines bases pour pouvoir avancer. Parce que quand on se dit, voilà, moi j'ai juste envie de partir, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de partir parce qu'ici ça ne marche pas, et que voilà, on se trouve un visa et on part, c'est là-bas, on se retrouve avec les problèmes. Donc, comme Jacques l'a dit, c'est très important de s'informer. De s'informer, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des informations partout. Si vous voulez même aller au niveau des consulats, des ambassades et autres pour vous informer sur votre voyage avant de partir. Tout à fait. Parce qu'on ne va pas se dire que mon frère est parti et mon frère là-bas, c'est lui qui me demande encore de lui faire un prêt de 50 000. Toi, tu es là-bas, puis tu me demandes un prêt de 50 000. 50 000 là-bas, sans convertir. Ça fait combien là-bas? Vous qui avez des gens, des connaissances qui sont à l'extérieur tout le temps, c'est le grand-père a avalé pilon, la grand-mère a avalé marteau, pardonner. Parce que les gens là, ils sont là-bas, là, ils souffrent. C'est un autre débat. On va arrêter de demander l'argent. Pardonnez, doser. C'est seulement doser. Ça là, c'est un autre Doser. Ils veulent tuer les enfants des gens. Veulent tuer les enfants des gens comme ça. Bon, c'était tout pour la causerie de ce matin qui était l'immigration est-elle une solution pour sortir de la précarité? Tout de suite à l'info du jour. Le ministère de la Santé du Rwanda a confirmé vendredi l'apparition du premier foyer du virus de Marburg dans le pays, avec 8 décès signalés. Précision avec nos confrères de Africa News. Le ministère de la Santé du Rwanda a confirmé vendredi l'apparition du premier foyer du virus de Marburg dans le pays, avec 8 décès signalés. Ce virus mortel, apparenté à Ebola et dont le taux de létalité peut atteindre jusqu'à 88%, se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et par contact avec des fluides corporels infectés. Le ministère a conseillé au public d'éviter tout contact étroit avec les personnes présentant des symptômes tels que la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les vomissements et la diarrhée. En réponse, le gouvernement intensifie la recherche des cas contacts, la surveillance et les tests et exhorte les citoyens à maintenir de bonnes pratiques d'hygiène, notamment en se lavant fréquemment les mains.
Dans la région, le virus de Marburg inquiète. Si le virus se propage, il nous affectera en tant que personnes, il nous tuera comme lors de la Covid-19. Nous pourrions même retourner en confinement. Eric, qui travaille dans l'hôtellerie, partage également ses inquiétudes. Avec l'émergence de nouvelles maladies en provenance des pays voisins, nous avons besoin de mesures proactives pour préserver la santé publique. Le risque de transmission est une réalité quotidienne pour ceux d'entre nous qui sont en contact avec les touristes. Alors que le Rwanda fait face à cette situation sans précédent, l'urgence d'une prise de conscience et de mesures de protection ne cesse de croître. Dans le pays, l'une des premières personnes testées était originaire de l'une des universités de Kigali. Le patient se trouve actuellement dans une unité de soins intensifs. De nombreux cas ont été étudiés et il s'est avéré positif. À partir de là, nous avons procédé à la recherche des cas contacts et nous avons remarqué que certains prestataires de soins de santé présentaient déjà des symptômes. Contacts and tracing other contacts, and that's where also healthcare providers, some of them already developing symptoms. Je me trouve en ce moment même à l'hôpital du roi Faisal où la plupart des patients ont été testés positifs au virus de Marburg. Le ministère rwandais de la Santé a publié des lignes directes qui prévoient que les patients ne doivent pas recevoir de visiteurs au cours des 14 prochains jours et qu'ils ne recevront qu'un seul soignant à la fois. My name is Diana Iriza in Kigali, Rwanda for Africa News. Voilà, c'était donc tout pour l'information de ce matin. Tout de suite, la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau dans cette émission et tout de suite nous allons avec Ezekiel découvrir ce qu'il a pour nous pour défi de la semaine. Ezekiel, tu es revenu avec de bonnes choses. Il faut bien. Après la petite semaine d'absence, il faut bien que les gens retrouvent le défi de la semaine. Vous avez fait la parade la semaine passée, non? Ah, ça là seulement, je confirme. Ils ont trop fait la parade. Il faut nous servir. Je suis de retour. Oui, eh bien, nous allons parler d'un petit document qui est souvent négligé, mais qui est très très important dans le domaine de la santé, bien évidemment. C'est un petit document présent
voilà, dans les boîtes de nos médicaments. C'est pas le carnet de santé, ça? Non, Jacques, c'est pas le carnet de santé. Dans la boîte de nos médicaments. Dans la boîte de nos médicaments. Ah, c'est les notices. Très bien, Okay. 20 sur 20. Voilà, je veux parler des notices qui sont très négligées alors que c'est un document très important, voilà, pour le patient ou pour la personne, voilà, à qui on prescrit un médicament. Et souvent, le constat est que beaucoup de personnes ne prennent pas la peine de lire cette notice-là. C'est moi, ça fait. Nous ne prenons pas la peine. Parce que moi-même, des fois, je le fais. Si tu prends c'est vrai que généralement, quand je lis, souvent je m'attarde sur la posologie. Moi, je m'attarde sur les consignes du médecin, on dit 2 fois par jour, bien 2 matins, 2 le soir, là c'est fini. Alors que la notice, c'est long. Alors que la notice, c'est vrai que c'est long, écrit parfois pour les bons. On peut dire que pour les personnes âgées, c'est un peu compliqué à lire parce que c'est un peu petit, tout ça. Mais c'est très très important de lire la notice. Déjà, une notice, c'est quoi? C'est un document, hein, c'est un document de référence principalement destiné aux patients, voilà, qui comprend les informations utiles pour la bonne utilisation du médicament en question, donc le médicament dans lequel se trouve cette notice-là, parce qu'il y a des indications, il y a des contre-indications aussi, il y a les effets indésirables, la posologie dont vous avez parlé, Jacques et Blandine, et puis le mode d'administration, c'est très important. Ceux qui ont pris l'esprit nasal pour aller mettre dans la gorge, vous entendez, non? Le mot d'administration. C'est pas nasal là. On dit nasal, c'est dans la. C'est là le genre où on dit nasal, c'est dans le nez. Vous allez aller mettre dans la cause. Ça me rappelle mon neveu qui était malade. On va à l'hôpital, on lui prescrit médicaments. Je reviens, je veux lui donner à boire. Il me dit est-ce que ça là, c'est pas chose. Comment ça s'appelle? Effervescent. Je dis c'est pas effervescent, c'est comprimé. C'est ça. L'enfant dit c'est effervescent. Je dis comprimé. Je lui donne l'enfant aval. C'est après que je prends la notice, je me rends compte que c'était effervescent. Seigneur Jésus-Christ, il fallait me voir dans tous mes états. C'est ça. J'ai dû lui donner assez d'eau, voilà, pour que... Ce sont des choses qui peuvent arriver et c'est pour ça justement que c'est très important de lire la notice. Très important parce que, pardon, sur certaines notices, on va vous dire il faut telle quantité d'eau. C'est ça qui fait que le médicament va bien marcher. Il faut que l'eau soit plus ou moins tiède, par exemple, pour que vous puissiez... Comment conserver le médicament. Comment conserver le médicament. Ça doit rester à un degré de conservation comme ça. Voilà, il y a beaucoup d'indications qu'on donne, voilà, surtout encore chez les médicaments de bébé, c'est très important parce que chez les bébés, il faut être très minutieux dans l'administration des médicaments chez les bébés parce que vous pouvez tout de suite voilà, occasionner une overdose chez l'enfant parce que voilà, le système n'est pas encore assez développé pour se battre aussi contre ça. Donc c'est important vraiment de faire attention. La notice qui accompagne votre médicament apporte des informations importantes donc pour son bon usage voilà, et votre sécurité. C'est en ça que c'est important, c'est pour votre propre sécurité parce que c'est vrai le médicament est fait pour se soigner mais il y a aussi des effets indésirables par exemple. Il y a des gens, vous allez prendre le médicament, vous allez vomir. D'autres, il va avoir peut-être éruption cutanée, d'autres, il y aura ça. Donc, si vous prenez le médicament et que ce signe arrive, vous n'allez pas paniquer. Vous savez que ce sont des effets indésirables, vous allez consulter un médecin, calmement, vous lui dites, voilà, j'ai pris tel médicament, mais dans la notice, ça aussi, ça aide le médecin. Dans la notice, on m'a dit que ça peut arriver comme effet indésirable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler? On va dire, ah d'accord, c'est ce médicament, donc on peut faire ci et ça pour permettre de régler les effets indésirables. Tout simplement. Et vous êtes voilà, dans de bonnes situations. Quoi. Ça vous évite. Voilà. Donc, un médicament qui n'est pas mis à la disposition des patients qu'après l'évaluation des bénéfices. C'est aussi après l'évaluation des bénéfices. C'est-à-dire que ce que ça peut faire pour vous soigner et aussi le risque que ça comporte. Donc, les experts médicaux mettent en valeur les deux parties, ce que ça peut faire de bien et les risques indésirables. Donc, voilà. Donc, c'est le tout là qu'on met dans une notice aussi pour vous permettre vraiment de prendre des médicaments sereinement. Donc voilà, c'est un peu l'information que je voulais passer aujourd'hui. Prenons la bonne habitude de lire les notices voilà, de produits pharmaceutiques que voilà, nous achetons voilà, le plus souvent pour nous soigner ou bien pour soigner nos enfants, soigner nos parents. C'est très très important. C'est très important. Il y en a même qui ne lisent même pas la boîte. Quand ils vont en pharmacie, le pharmacien leur tend le produit, ils ne lisent même pas pour voir est-ce que c'est vraiment ce que j'ai demandé. Parce que c'est très très important aussi. Hein. Même de voir la date de péremption, c'est très important. C'est ça. Parce que c'est dans une pharmacie. Voilà. Il peut se tromper. Le pharmacien, c'est un être humain, il peut se tromper. C'est ça, c'est très important. Donc, en tout cas, Ezekiel, merci beaucoup. Merci. À partir d'aujourd'hui, je vais relever le défi. Bah ouais. C'est ça, c'est obligatoire. Ça là, c'est pas un défi de la semaine, c'est un défi de défi pour la vie. Voilà. C'est pour la vie. Voilà.
En tout cas, Ezekiel, merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre la bonne habitude de lire les notices avant de prendre les produits. Très important. Voilà. Nous allons tout de suite y aller avec que sais-je. Et voilà la rubrique qui rend le savoir contagieux. L'antiseptique de l'ignorance. Le ré. Il se rassemble bien. Ce que je vais vous montrer. Bon, le lundi passé, pour ceux qui ont suivi l'émission quand même. Notamment moi, depuis tu l'as suivi. Ouais. C'est une bonne chose, mon frère. J'étais sur le terrain, mais j'avais un petit œil sur mon téléphone. C'est ça. C'est l'avantage d'avoir l'application. Voilà. Donc, encore une fois, télécharger l'application. Ça prouve également que tu es un amoureux de la rubrique. Je suis un amoureux même de la rubrique. Que sais-je, depuis 2020. Recette de la semaine, ça comme ça. Ça, là, on est condamné à aimer. Alors, je vous le disais, pour ceux qui ont suivi l'émission le lundi, nous parlions de la prostate chez la femme. Exactement. Donc, aujourd'hui, Jacques a promis de poursuivre ce thème avec nous pour nous faire découvrir davantage de choses. C'était très intéressant la dernière fois parce que je le disais moi-même que souvent, on collait la prostate aux hommes et qu'on ne savait pas forcément qu'il y avait des femmes aussi qui pouvaient avoir la prostate. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Oui, tout à fait. Donc je vais rapidement faire un petit briefing de ce qui a été dit. De ce qui a été dit. Eh bien, par abus de langage, on dit prostate, on considère ça comme une maladie, alors que c'est un organe qui fait un organe du corps humain et qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes. Généralement, on pense que c'est seulement chez les hommes, mais tenez-vous bien, les femmes aussi en ont. Et quand on prend la zone génitale de la femme, il y a quand même une glande de couleur rose qui s'appelle la glande de Skene, donc qui est quand même cette prostate-là, qui est collée à la paroi du vagin et qui sécrète, je l'ai dit la dernière fois, qui sécrète, d'accord, des liquides pour aider à la lubrification du vagin. Donc aujourd'hui, nous allons continuer un peu et puis parler un peu des idées reçues sur la prostate. Quand je parle d'idées reçues, c'est pour dire que souvent les gens disent que le fait de faire régulièrement des rapports sexuels, ça donne le cancer de la prostate. Pourquoi je parle de cancer de la prostate? Parce que généralement on dit prostate, mais c'est pas vraiment on ne parle pas de la maladie. Ici, moi, je voudrais parler de la maladie. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de maladies, mais je vais aujourd'hui m'appesantir sur le cancer de la prostate. Et tenez-vous bien, tant que la femme aussi a la prostate, c'est qu'elle aussi, elle peut être amenée à connaître ces maladies. Alors, le fait de faire les rapports sexuels de façon courante, est-ce que ça entraînerait le risque du cancer de la prostate? Je n'en sais rien. Avec la complicité de Déborah, nous avions préparé un petit dossier sur ce qu'est le cancer de la prostate avec le médecin, le docteur Adbo, qui a su éclairer notre lanterne. Il a également expliqué de fond en comble ce qu'est la prostate, ce que ça fait comme rôle, et également en termes de prévalence à l'échelle nationale, ce qu'il en est. J'avoue que c'est un dossier très riche, très élaboré, et qui va quand même aider nos amis amoureux de la rubrique, que sais-je, parce que ici il est question de la vie d'un expert, la vie d'un spécialiste, la vie d'un médecin qui éclaire mieux notre lanterne. Alors, très avec important. La complicité de la régie, nous allons sur ce dossier réalisé par Déborah Nossa ou encore sur sa voix qui nous propose dans cet élément. La prostate est une glande de l'appareil génital masculin. Elle se situe sous la vessie, devant le rectum et autour de l'urètre. La prostate joue un rôle essentiel dans la reproduction, précisément dans la composition du sperme. C'est l'organe dans lequel se développe le cancer le plus fréquent chez l'homme, le cancer de la prostate. Les facteurs de risque de cancer de la prostate sont considérables. Et parmi ces facteurs de risque, on peut citer d'abord l'âge. Donc plus on avance en âge,
au-delà de 50 ans, on est exposé. Il y a l'alimentation. Quand on mange trop gras et moins de fruits et légumes, on est exposé également. Quand on est inactif, donc quand il y a une inactivité physique, et quand on est en surpoids ou obèse, et également lorsqu'il y a des antécédents familiaux, donc quand on a un parent proche, un frère ou le père est atteint de cette maladie, surtout à un âge très jeune, donc le risque est multiplié par 2. Le commun des mortels estime qu'une fréquence élevée de rapports sexuels favoriserait aussi la survenue du cancer de la prostate. Le docteur Stanislas Agbo dément cette assertion. C'est plutôt le contraire, et il y a des études qui montrent un lien entre le nombre d'éjaculations par mois et la réduction du risque de cancer de la prostate, et on parle de 21 éjaculations par mois, qui réduirait donc ce risque-là. 75% des cancers de la prostate sont diagnostiqués au-delà de 65 ans. Au Togo, selon des études menées par le professeur Amegbor dans le service d'anatomopathologie et le professeur Tengue dans le service d'urologie au CHU Sylvanus Olympio, les hommes atteints de cancer de prostate sont en moyenne âgés de 68 ans et 70 ans. Plusieurs disciplines médicales interviennent dans la prise en charge du cancer de la prostate. Il y a différents moyens thérapeutiques, notamment la chirurgie, où il faut aller chercher cette tumeur et l'enlever, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Maintenant, en fonction du type histologique et du stade de la maladie, on fera le choix entre ces différents moyens. Le cancer de la prostate est une maladie silencieuse. Les manifestations telles que l'hématurie, les troubles mictionnels sont généralement perceptibles à un stade très avancé de la maladie. Le médecin préconise donc de faire un dépistage tous les ans, surtout à partir de l'âge de 50 ans. Aussi, évitez de manger trop gras, privilégiez les fruits et légumes, pratiquez une activité physique au moins 30 minutes par jour. Messieurs, adoptez une bonne hygiène de vie et visitez régulièrement votre médecin. Eh bien, merci à Déborah pour ce dossier Déborah, bien élaboré. Hein. Avec la voix suave. Avec le chocobi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a les informations nécessaires. Oui. Il a même dit, hein, selon certaines études, il est recommandé d'éjaculer au moins 28 fois par mois. Ça, c'est pour tuer enfant des gens comme ça. Oh, Seigneur. Bon, est-ce qu'on va vous poursuivre pour votre top santé? Il faut dire qu'en termes d'hygiène, il n'est pas trop recommandé de maintenir l'envie de faire la miction. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous devez faire pipi, ce n'est pas trop bien de l'arrêter, de maintenir cette envie-là. C'est pas bien pour la prostate. Et puis, pour prévenir, il est aussi recommandé de ne pas avoir trop de partenaires sexuels. C'est vrai qu'on a dit qu'il faut libérer... C'est vrai qu'on a dit qu'il faut... comme ça. Faites doucement. Heureusement que nous, on est fidèles. Faites doucement. Tu peux répéter la phrase? Il est déconseillé d'avoir plusieurs partenaires. Je rappelle plusieurs partenaires sexuels. D'accord, parce que le rythme sexuel peut être le même, ne peut pas être le même d'un partenaire à un autre. D'accord, ce qui peut chambouler l'activité de la prostate. Docteur a sonné. Coucou à vous les femmes, docteur a sonné comme ça. Je savais que Dieu allait faire Je le savais. C'est qui j'ai perdu ta langue. Tu as perdu ta voix. Moi, je sais que je suis un homme fidèle. Dans tous les cas, moi, ça ne me regarde pas. Quand Jacques lisait cette partie-là, tu as remarqué. J'ai remarqué, c'était un pincement au cœur. C'est comme s'il a lu flou. Il a lu flou. Ça t'a laissé comme ça. Il a lu flou. Mauvaise. Donc, c'est un peu le contenu de la rubrique que sais-je aujourd'hui. La suite, d'accord. Donc, ayons moins de partenaires sexuels. Et puis, essayons de réglementer, mais ayons aussi cette activité sportive et sexuelle, d'accord, pour la santé de la prostate. Et retenez que les femmes également
ont la prostate. Je ne parle pas de prostate maladie, mais retenez que c'est un organe qui existe chez l'homme et chez la femme qui permet de lubrifier le vagin chez la femme et chez l'homme, qui permet également à la lubrification des spermatozoïdes et tout ce que nous savons concernant l'activité sexuelle. Donc voilà qui est important, Blandine. En tout cas, merci beaucoup, Jacques. Ouais. Jacques, merci. Jacques, pour ce matin seulement, je te dis merci. Jacques, merci. Merci. J'ai aimé. Tu vois, il n'est pas dans sa peau. J'ai tout aimé. Moi-même, j'ai aimé. Il faut vite passer à la musique là. Comme ça. J'ai aimé. Ça, c'est très intéressant. On n'a même pas envie de passer. Là, la musique est finie. Ce qui m'a plu encore le plus, c'est qu'il ne peut même pas contredire ce que lui-même il a dit. En fait, c'est vrai parce que vous allez remarquer chez certaines personnes, quand on leur détecte le cancer de la prostate, on dit oh, que Damien était en bévouton, est-ce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Effectivement, c'est des facteurs qui entrent en jeu parce que si le monsieur a plusieurs... fort, s'il te plaît. Fais doucement. Si le monsieur a connu plusieurs partenaires et on le sait très bien, l'intensité de l'activité sexuelle varie d'une personne à une autre. Vous arrivez chez un autre partenaire, sincèrement là-bas c'est tellement intense et dynamique et il quitte là, il va ailleurs là-bas, peut-être que c'est x2. Il quitte là, il va ailleurs encore peut-être c'est x3, alors que peut-être la titulaire qui est à la maison, c'est juste on ralentit ça à quoi 1, ça passe déjà. Alors vous voyez que ça ne permet pas de régulariser ou bien de réglementer un peu l'activité de la prostate. Et après c'est la maladie, puisqu'il y a plusieurs maladies. Il y a la prostatite, il y a le cancer de la prostate, il y a également l'hypertrophie ou l'adénome de la prostate. Donc vous voyez que on est beaucoup plus exposé lorsqu'on a plusieurs partenaires sexuels. Ayez un partenaire dans votre vie. Ayez une partenaire dans votre vie. Le c'est tout pour la rubrique Que sais-je. Voilà. Et quand nous allons aujourd'hui. Nous allons marquer une pause. Je sens que Jacques a besoin de souffler un peu. On va y aller avec la pause. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Jacques, tu as eu le temps de bien souffler. C'est recette de la semaine, donc on va pas avancer dans cette émission aujourd'hui. Je dis un cocktail de fruits bien frais pour Jacques. Moi, on voit, pour ce matin, vous le savez, c'est lundi, forcément, on va manger ces recettes de la semaine. Voilà, ce matin, Charlène nous propose le sandwich au blanc de poulet. Blanc de poulet. Le poulet blanc comment? Blanc de poulet. Quand on parle de blanc de poulet, c'est la partie, la chair en fait. Ok. Voilà. C'est Jacques, c'est la chair. Mon frère, c'est mieux. Tu peux payer pour prendre des cours chez moi, je te le fais à prix réduit totalement. Ça peut aller. Alors, Blandine, aujourd'hui, comme tu viens de le dire, nous allons faire du sandwich au blanc de poulet. Donc, pour réaliser le sandwich, je vais aller un peu rapidement. On a besoin de choux que j'ai découpé en lamelles, de tomates fraîches. Ça, c'est facultatif. La pomme de terre découpée en petits dés et sautée avec un peu d'ail, un peu d'oignon haché et un peu d'huile. Nous avons aussi la carotte également découpée en petits dés, également hachée avec un peu d'ail, un peu de gingembre, épices et puis tout ce qui va avec. Nous avons également le blanc de poulet. Voilà, vous pouvez les retrouver au supermarché totalement. Vous achetez du poulet, au frigo, vous revenez, vous les mettez au four, vous les assaisonnez, vous les mettez au four et puis vous les désossez. Ok. Ça dépendra de vous. Nous avons également du persil haché, voilà, du pain, de la mayonnaise, de la moutarde facultatif et puis un peu d'assaisonnement pour relever le goût. Assaisonnement là. Voilà, assaisonnement. Alors c'est très très simple pour le faire, c'est très très simple. Nous allons juste mélanger les ingrédients que nous avons. Donc je commence avec du chou, un peu de chou, un peu de carotte, un peu de
pommes de terre. Tout ça là, c'est sauté, non? Tout a été sauté. Tu vois ce que tu as fait déjà là. Oui. Mets seulement un peu de mayonnaise, je vais te montrer quelque chose. C'est pas faux. Un peu de mayonnaise seulement là. Tu vas voir, je te montre quelque chose. Je vais t'aider, Ezekiel. N'est-ce pas? On le fait comme ça. On rajoute un peu de mayonnaise, juste un peu de moutarde. Moi j'aime bien travailler avec la moutarde. Ouais, la moutarde. Ça relève un peu le goût. Le goût, ouais. Et puis là, mon assaisonnement fait maison. Oui, je prends juste une petite pincée. Ça, c'est voilà. deux petites seins. Quand je dis la vérité. On fait ça. Et puis je mélange. Donc ça dépend. Et puis comme nous sommes en période de cours, vous pouvez faire ça pour vos bouts de chou, hein, pour l'école. Ouais, vraiment, ça, avec un petit jus naturel à côté. Le bissap, voilà. Ou jus d'orange, jus d'ananas, jus de citron. Oui. Fait à la maison. Fait maison. Donc c'est un peu ça. On peut faire ça aussi à monsieur en partant. Il est toujours recommandé d'acheter ce couteau pour pouvoir découper le pain. Donc d'abord, on coupe cette partie qui n'est pas très comestible. Voilà. Là, c'est les gens. À l'époque, quand ta maman t'envoie acheter du pain là, jusqu'à ce que tu arrives à la maison, les deux bouts là ont disparu. Ouais. En fait, c'est pour aider les filles. On casse pour les donner. Donc voilà, vous avez votre pain. Pour les gourmands, hein, vous pouvez encore ajouter un peu de mayonnaise. C'est vrai que c'est pas trop bon dans la cuisine, mais vous en mettez comme ça. Vous essayez de le passer dans le pain. Vous mettez vos tranches de tomates là, juste au bout, un peu au bout. Hein. C'est juste pour faire genre, sinon. Ça on voit souvent sur les restaurants fast-food là. Et ils mettent beaucoup de la laitue également. Mais quand tu vas dans le restaurant, tu veux commander maintenant, tu n'as pas tout ça. Hein. On te met un peu de mayonnaise, mais jambon, c'est fini. Mais comme j'ai déjà utilisé les choux, mais quand vous voulez faire ça pour vos enfants, pour l'école, ne rajoutez pas les choux parce que les choux se gâtent très vite. Également la tomate aussi. Quand vous rajoutez la tomate, ça se gâte très vite. Vous rajustez. Et puis, il y a un appareil qu'on vend qui permet à ce qu'on puisse chauffer le pain et tout ça. Donc quand vous finissez comme ça, vous le mettez dans l'appareil, vous le chauffez et puis voilà. Vous avez votre pain tout croustillant. C'est facultatif aussi, non? C'est facultatif, mais c'est encore meilleur. Voilà. C'est meilleur. Ou si vous avez un micro-ondes, également, vous pouvez le faire avec le micro-ondes. Donc voilà un peu notre sandwich au blanc de poulet. Miam miam. En tout cas, l'odeur par ici. Mon ventre a commencé le big making. Je sens que mes yeux sont dans la joie. On va rappeler vite fait les ingrédients. Voilà. Pour réaliser notre sandwich, nous avons eu besoin de choux découpés en lamelles, carottes, également pommes de terre découpées en petits dés, les tomates également en lamelles, de blanc de poulet que nous avons frit, voilà, et nous avons émietté. Nous avons eu aussi besoin de persil haché, un peu de mayonnaise, un peu de moutarde et un peu d'assaisonnement. Assaisonnement, c'est facultatif. Quand vous avez déjà mis assez, quand vous avez sauté vos légumes, là, voilà, vous n'avez plus besoin de le rajouter obligatoirement après. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Charlène. Je vous en prie. J'espère que ça donne une idée déjà à nos chers téléspectateurs pour les bouts de chou, pour qu'ils puissent aller à l'école demain matin. C'est sûr, ils seront très ravis. En tout cas, merci Charlène de nous revenir avec tes recettes. Plaisir partagé.
Ah bah oui, hein, vous savez, je sais. J'ai bien fait de venir. De lundi, ça t'a loupé. Vous nous ramenez les ignames. Peut-être aujourd'hui, on se serait fait... Qu'est-ce que tu en sais? On se voit. Excusez-moi beaucoup. Il ne peut pas sans... C'est ça. Excusez-moi beaucoup. Bon, vous savez, on va finir l'émission. Je suis pressée. C'est pas toi seul. On va finir. D'accord. Bon, on est désolé, hein. On va devoir se séparer. Toi, tu veux conclure. On vous retrouve demain pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Portez-vous bien. Et on n'oublie pas de dire merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce lundi matin. En tout cas, plein de bisous à vous et à demain.